Bonjour tout le monde, je suis votre professeur Alexandre Dumont et aujourd'hui nous allons découvrir les fondamentaux du. Qu'est-ce que le VBA? VBA, ce qui veut dire Visual Basic for Applications, est un langage de programmation intégré à Excel qui permet de manipuler Excel, mais aussi tous les autres logiciels de la suite Office, pour essentiellement atteindre deux buts. Le premier, c'est d'automatiser des tâches rébarbatives, répétitives, et le second, c'est d'accomplir des objectifs qui seraient impossibles avec Excel seul. C'est donc très utile si vous passez beaucoup de temps sur Excel, ou si vous avez des tâches longues et complexes à accomplir, n'importe où dans Office. Dans cette présentation, nous avons 4 objectifs à atteindre. Le premier, c'est de découvrir l'enregistreur de macros. L'enregistreur de macros est une fonctionnalité d'Excel qui vous permet de vous enregistrer en train de réaliser des actions dans Excel et de les convertir en un programme équivalent qui, lorsque vous l'exécuterez, fera exactement la même chose que les actions que vous avez effectuées. L'intérêt, c'est que là où les actions ont pu vous prendre 10 minutes à faire, la macro va les exécuter en 1/10 de seconde. Le problème, c'est que l'enregistreur de macro est extrêmement littéral et va refaire exactement ce que vous avez fait. Donc, si votre macro doit prendre en compte le fait que le format de votre fichier change un peu d'une fois sur l'autre, il va falloir coder et pas juste s'enregistrer. Et pour apprendre à coder, nous allons devoir apprendre les fondamentaux de la programmation, les variables, les tests, les boucles. Pourquoi est-ce que je dis les fondamentaux de la programmation et pas de VBA? C'est parce que ces 3 concepts se retrouvent dans tous les langages de programmation et que chaque programme que vous écrirez dans n'importe quel langage de programmation va impliquer des variables, des tests et des boucles. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est quelque chose qui nous permet de stocker des informations au cours de notre programme. C'est très utile, puisque sans ça, le programme est incapable de se souvenir de ce qu'il a fait par le passé. Ça nous permet par exemple de garder en mémoire la ligne qu'on est en train de regarder dans notre macro. Le second fondamental qu'on va devoir étudier aujourd'hui, c'est les tests. Un test nous permet de n'exécuter une partie de notre programme que si une condition est vraie. C'est donc essentiel si vous voulez une macro qui ne fait pas toujours la même chose. Et pour finir, les boucles, c'est le plus abstrait mais aussi le plus puissant de ces fondamentaux. Une boucle nous permet de répéter un ensemble d'instructions tant qu'une condition est vraie. C'est extrêmement utile. C'est la principale différence, je dirais, entre VBA et Excel, au sens où si votre macro n'implique pas de boucle, la plupart du temps c'est quelque chose que vous pouvez faire dans Excel. Une boucle, ça va nous permettre de répéter des informations, ça va nous permettre par exemple de regarder toutes les lignes d'un tableau à la suite, et de faire une macro très très courte qui peut traiter 1 million de. Mais avant de faire tout ça, on va devoir activer l'onglet développeur, puisque si vous regardez votre ruban dans Excel, vous n'avez pas l'onglet développeur. Pour ce faire sur un PC, vous allez suivre ce que je fais dans ce GIF. Il va y avoir des fichiers sur votre écran. Sur un Mac, vous allez devoir prendre votre curseur, le monter tout en haut de votre écran, et vous verrez qu'il y a Excel qui est apparu à gauche de votre écran. Cliquez là-dessus, cliquez sur Préférences, ruban et barre d'outils, onglets principaux, cochez la case Développeur et enregistrez. Une fois que l'onglet Développeur est activé, vous allez pouvoir cliquer dedans et voir tout un tas de menus et de boutons. On va à peu près tous les ignorer. On va se concentrer pour l'instant sur Visual Basic, Macro et Record Macro. Commençons par cliquer sur Macro. C'est là que vous allez voir toutes les macros qui sont dans le classeur et que vous pouvez en créer de nouvelles. Si vous cliquez sur Macro dans cette pop-up, vous pouvez entrer le nom de votre première macro et appuyer sur la touche Entrée. Sur certains ordinateurs, principalement des Mac je crois, si vous saisissez un nom de macro, le bouton pour les créer va être grisé, vous ne pourrez pas cliquer dessus. Ne vous inquiétez pas, si vous appuyez sur Entrée, ça marchera. Vous pouvez nommer vos macros à peu près ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit un nom qui n'ait pas déjà de sens pour Excel, donc ça ne peut pas avoir le nom macro, ça ne peut pas s'appeler macro, named,
name, Excel, des trucs comme ça. Et vous pouvez les écrire avec n'importe quel caractère, alphanumérique ou des tirets du bas. Pas de tirets, pas d'espace, de trucs comme ça. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez créé votre premier macro, vous devriez voir un écran qui ressemble à ça. Encore une fois, tout en haut, vous allez voir plein d'onglets et de boutons, on va les ignorer. Les seuls qui nous intéressent, ce sera Debug et le bouton Play pour lancer les macros. Pourquoi Debug? Parce que vos programmes ne vont pas marcher du premier coup, parce que aucun programme ne marche jamais du premier coup, que ce soit pour vous, pour moi ou pour un ingénieur de Google qui fait 300K à l'année. Un programme, ça marche pas du premier coup parce que la programmation, c'est difficile. Donc, quand vos programmes ne marchent pas, s'il vous plaît, ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes nul. Non, ça ne marche jamais pour tout. C'est difficile, mais c'est normal. Il faut également que vous vous habituiez à sauvegarder les fichiers qui contiennent des macros dans un format spécifique, .xlsm. Si vous ne faites pas ça, quand vous fermez le fichier Excel qui contenait vos macros, elles seront supprimées. Ce qui est très frustrant quand on a passé 3 heures dessus. Donc, sauvegardez-les dans le format approprié. Normalement, quand vous les sauvegardez avec des macros, il va apparaître une pop-up. Je sais qu'avec tous les sites qui vous autorisent leurs cookies, on a l'habitude de ne pas lire ce genre de pop, mais celle-là, je vous vais lire. En plus, depuis quelques mois, elle est bien écrite. Lisez-la avec attention, cliquez sur le bon bouton. Par défaut, il va vous faire supprimer les macros. Lisez bien la pop-up, cliquez sur le bon bouton. Sinon, le code de vos macros, c'est juste du texte. Donc vous pouvez juste le copier, le mettre dans un document Word ou ce que vous voulez, et il sera en sécurité. L'enregistreur de macros, donc. On va ici me voir enregistrer une macro parce que je suis en train de supprimer tous les duplicata de cette liste, tous les student ID qui apparaissent plus d'une fois. Je supprime les lignes correspondantes. Et vous pouvez voir sur la droite le code que Excel a enregistré. C'est un code VBA qui fonctionne, qui fait ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'il fait exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il supprime les lignes 9, puis 11, puis 9, puis encore 9. Il n'est pas en train de supprimer les duplicata de la liste, il ne cherche pas les duplicata, il me les supprime. Donc, l'enregistreur macro est très très littéral. Si vous voulez un code qui intelligemment cherche les duplicata, il va falloir le coder vous-même. Pour des tâches plus simples, typiquement de formatage basique, l'enregistreur de macro sera largement suffisant. Et peut-être même plus simple que de le coder par vous-même, puisque mémoriser tous les noms pour tout genre de formatage sur Excel, c'est compliqué. Dans cette slide, vous pouvez voir un autre exemple de macro que j'enregistre, dans laquelle j'ajoute du texte dans les cellules A1 et B1 et je les mets en gras. Vous pouvez voir à droite le code résultant et juste en dessous, le même code tel qu'il serait écrit par un humain. Comme vous le verrez, le code écrit par un humain est plus court, peut-être plus lisible, et il utilise une syntaxe différente pour se référer aux cellules A1 et B1. En effet, il y a beaucoup de syntaxes différentes pour se référer à des cellules et des plages de cellules en VBA. Et ici, vous pouvez voir les 4 principales, je dirais. Premièrement, range, entre parenthèses, entre guillemets, l'adresse, au sens Excel, de la cellule. Ça marche, mais c'est longué. Vous pouvez faire la même chose en écrivant juste l'adresse de la cellule entre crochets. Ça fera la même chose, ça se référera à la cellule ici A1, entre crochets 1, c'est la cellule A. C'est assez court, c'est assez lisible, c'est très pratique. L'intérêt de se référer à une cellule, c'est donc que vous pouvez mettre une valeur dedans. Ici, je mets dedans la valeur test. À la ligne suivante, vous pouvez voir la syntaxe VBA pour se référer à une cellule qui est d'utiliser des coordonnées plutôt qu'une adresse Excel. Cells 1.1, la cellule a la ligne 1 et à la colonne 1. Pourquoi est-ce qu'on écrirait ça quand c'est vachement plus long que la version Excel? C'est parce que cette version va beaucoup mieux marcher avec les variables et en particulier les boucles. Ça va nous permettre d'écrire des codes plus intéressants et beaucoup plus rapides à écrire.
vous allez la plupart du temps vouloir utiliser cette syntaxe VBA. Au lieu d'utiliser une coordonnée numérique pour la coordonnée de colonne d'une cellule, vous pouvez également utiliser la lettre correspondant à la colonne. Donc je veux la cellule à la ligne 1 et à la colonne A. Vous pouvez écrire ça comme ça, c'est un peu plus lisible. En particulier quand vous avez 20, 30, 40, 50 colonnes dans votre feuille Excel, ça peut être plus facile que de se dire, alors la colonne numéro 36, c'est quelle lettre déjà? Ça, c'est pour se référer à une cellule unique. Si vous voulez vous référer à une plage de cellules, vous pouvez soit utiliser l'adresse au sens Excel, une plage, A1.2.B1, avec la syntaxe VBA, range entre parenthèses, première cellule, virgule, deuxième cellule. C'est vachement long, c'est pas très alléchant, mais il n'y a pas vraiment moyen de faire mieux avec la syntaxe VBA, malheureusement. Et des fois, on sera obligé de le faire comme ça. Premier de nos trois fondamentaux pour aujourd'hui, les variables. Une variable contient une valeur exactement comme les cellules d'Excel. Et on va leur assigner une valeur de la même façon, avec un égal. Donc vous allez pouvoir écrire le nom de ma variable prend la valeur machin. Ce que vous allez faire très très souvent. Vous allez avoir besoin d'une variable pour garder une information en mémoire. Typiquement, ce que l'utilisateur a rentré ou la ligne que vous êtes en train de regarder puisque les données sont présentées en ligne dans Excel. Les variables ont trois caractéristiques qui les constituent. Leur nom, le nom que vous leur avez donné, vous avez dit au programme, voilà, je déclare une variable qui va s'appeler comme ci, comme ça. Deuxièmement, leur type, puisqu'une variable a un type, contrairement à une cellule Excel, qui définit ce qu'elle peut et ne peut pas contenir. Typiquement, une variable peut contenir des nombres ou du texte. Et troisièmement, leur valeur, puisqu'une variable sert à contenir des choses. Par défaut, une variable numérique contient 0, et une variable texte contient texte nul, rien. Pour utiliser une variable dans votre programme, il faut tout d'abord la déclarer. Et la déclaration, c'est au début de votre code, juste après sub, le nom de votre macro, donc juste après le tout début de votre code. Vous déclarez vos variables. Vous dites à l'ordinateur, crée-moi une variable qui s'appelle rocompteur avec le type integer. Pourquoi integer? Parce qu'elle va contenir des nombres entiers. Ensuite, crée-moi une variable qui s'appelle salary avec le type double, qui va contenir des nombres, n'importe lesquels, très très gros, avec des décimales. Il est possible que vous vous disiez, pourquoi est-ce que je m'embêterais avec integer si le type double existe et peut tout contenir? Très bonne question. Si vous voulez utiliser double tout le temps, vous pouvez. Ça ne va pas être très grave si vous faites ça. En revanche, double ne peut pas contenir du texte, donc si vous voulez des variables qui peuvent contenir du texte, elles auront le type string. Dim, nom de ma variable, as string, qu'elles contiennent du texte. Et notre dernier type de variable dans cette slide, booléen. C'est un peu différent, ça ne contient ni des nombres ni du texte, ça contient seulement deux valeurs, true, false. Le résultat d'un test logique. C'est essentiellement utile quand vous créez des fonctions, donc des macros. Créer des fonctions, c'est très utile puisque vous pouvez par exemple créer des fonctions et après utiliser ces fonctions dans Excel directement. Donc mettons que vous trouviez qu'il manque une fonction particulière à Excel, vous pouvez soit l'écrire vous-même, soit trouver le code VBA pour cette fonction sur Internet et l'utiliser tel quel. Très utile. Pour déclarer vos variables, donc, vous devez faire ça au tout début de votre macro. Mais ça ne veut pas dire que quand vous commencez à écrire votre macro, vous allez vous dire, alors, il va me falloir 5 variables, ces variables, elles vont être de type comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, vous n'allez pas faire ça, ça n'a pas de sens. Parce que vous allez écrire votre programme et au fur et à mesure, vous allez vous dire, ah tiens, là, il va me falloir une variable de plus. J'avais pas réfléchi, mais là, pour gérer ça, il me faut aussi une variable comme ça, ainsi de suite. Donc, vous écrivez votre programme, et quand vous vous rendez compte qu'il vous faut une variable de plus, vous remontez au début, et vous déclarez une variable de plus. Un truc qui va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est d'écrire option explicit au tout début de votre code. Avant même le début de votre macro, avant sub, le nom de votre macro, vous allez écrire option explicit. À quoi ça sert? Ça vous force à déclarer toutes vos variables. Et si vous tentez de lancer un code avec des variables non déclarées, ça va causer une erreur. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que
il est possible que vous fassiez des erreurs de saisie et que vous écriviez mal le nom d'une variable. Auquel cas, VBA ne va pas reconnaître le nom de votre variable mal écrit, ce qui est logique, va penser que c'est une variable qui existe, mais qui ne contient rien parce que vous n'avez rien mis dedans. Ça va causer des bugs, mais ces bugs vont être difficiles à comprendre, surtout pour des débutants, et le message d'erreur qui les explicite n'est pas très clair. Donc plutôt que de vous taper la tête contre le clavier avec ces bugs qui résultent d'une simple erreur de saisie, écrivez option explicite avant le début de votre code, et ça va vous signaler vos erreurs de saisie dans vos noms de variables. C'est un investissement de 10 secondes qui vous fera gagner facilement une demi-heure. Fortement recommandé. Un truc qui vous sera plus utile quand vous ferez des programmes de plus en plus longs, c'est cet onglet Debug dont je vous parlais tantôt, qui contient plusieurs outils pour détecter les bugs et les problèmes dans votre code. L'un d'entre eux, ce qu'ils appellent en anglais Watch, en français espion, ça nous permet de regarder quand le code est en pause la valeur d'une variable, une expression. C'est très utile. Dans l'exemple que vous voyez ici, vous pouvez voir que ma watch montre bien que la valeur de watch test c'est 1 puis 3 puis 0. C'est pas très intéressant dans ce code puisque vous aurez deviné, mais plus votre code est compliqué, plus c'est utile et plus c'est compliqué de comprendre exactement la valeur de vos variables à chaque moment. Donc si jamais vous lancez votre code et que vous vous rendez compte qu'il y a une partie du code qui ne marche pas ou qui n'est jamais parcourue, vous pouvez lancer votre code étape par étape et quand vous arrivez au moment où le bug commence à arriver, regardez les espions et ça va vous aider vachement à comprendre pourquoi le bug arrive. Très utile. D'autant qu'ici je mets un espion sur cette variable watchTest, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre sur une variable, vous pouvez le mettre sur une fonction qui a pour argument une variable, ce qui devient d'autant plus utile. Par exemple, VLOOKUP, sales machin, blablabla. Vous pouvez regarder la valeur d'un VLOOKUP directement par cet espion. Deux petites fonctions qui sont très simples à utiliser mais très utiles. InputBox et MessageBox qui permettent d'afficher des boîtes de dialogue. InputBox, ça permet à l'utilisateur de rentrer une valeur, d'input quelque chose, d'où son nom, et ça va renvoyer la valeur de ce que l'utilisateur a tapé à votre programme. Ensuite, votre programme peut regarder la valeur que l'utilisateur a rentrée, la comparer avec toutes les entrées d'une colonne, blablabla, chercher la première, ça arrive. Ça. Très utile si vous voulez faire une macro qui peut être paramétrée par l'utilisateur, en plus du contenu de la feuille Excel. Conversement, la fonction MessageBox, elle, va afficher un résultat à la fin du. Elle affiche un truc, elle affiche un résultat. Vous n'êtes pas limité à afficher un texte toujours le même, vous pouvez afficher un texte qui contient la valeur d'une variable. Ici, la valeur user_input, qui est mise au milieu de mon message. InputBox et MessageBox, c'est très pratique. Notez que si vous avez besoin de beaucoup de paramètres à la fois, InputBox, ça devient de moins en moins intéressant parce que à chaque fois que vous lancez le programme, vous allez devoir retaper 10 fois 10 paramètres, ça va être assez rapidement pénible. Donc, quand vous avez beaucoup de paramètres, ayez plutôt une zone réservée pour ça dans la feuille Excel peut-être. Et enfin, plus vous avancez dans les exercices, plus vous rencontrez des trucs potentiellement compliqués, et plus certains élèves ont tendance à aller sur ChatGPT pour lui poser la question. Parce qu'ils se disent, oh là, c'est impossible, je vais demander à mon ami ChatGPT. C'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée parce que vous n'avez pas du tout progressé comme ça. C'est ce que j'ai observé depuis que ChatGPT existe. Parce que mes exercices sont assez simples en termes de ce qui est possible en programmation. On peut aller très très loin dans la complexité en programmation. Ça, c'est plus. Mes exercices sont plutôt vers le bas. Dieu merci, vous êtes des débutants. Mais ça veut dire que ChatGPT en est capable. Sauf que ce que vous auriez à faire pour le travail, pour même un stage, ChatGPT en sera largement incapable. Donc vous vous baseriez sur un outil qui ne pourra pas vous servir en conditions réelles. De plus, ChatGPT va vous donner la réponse, mais le but des exercices, c'est pas que vous ayez la réponse, c'est que vous effectuez
c'est que vous effectuiez le cheminement mental vers la réponse. Parce que la programmation, c'est pas un savoir, c'est à peine un savoir-faire, c'est plus un savoir réfléchir comme un ordinateur. Parce qu'un ordinateur, l'ordinateur il est stupide. Il va pas faire l'effort de réfléchir comme vous, donc c'est vous qui devez faire l'effort de réfléchir comme lui. Pour devenir un programmeur, il faut que vous appreniez à réfléchir comme un ordinateur. Et c'est pas facile. Et la seule façon de faire ça, c'est de travailler, comme pour tout, et d'apprendre à traduire mes instructions qui sont en langage humain vers un langage ordinateur. Cet effort de traduction, au début, vous allez trouver ça très très dur. Vous allez vous baser sur le contenu PowerPoint. Vous allez le changer un peu sans trop comprendre ce qui se passe. Mais plus vous faites ça, plus vous allez commencer à acquérir cette capacité à penser comme un ordinateur, ce qui est le but ici. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez acquis cette compétence pour un langage de programmation, vous l'aurez pour tous les autres. Parce que dans tout langage de programmation, on réfléchit pareil. Donc, demander les réponses à ChatGPT, c'est pas une bonne idée, d'autant que je le saurais parce qu'il code toujours de la même façon, qui est rarement adapté. En revanche, vous pouvez utiliser ChatGPT comme un prof particulier en quelque sorte. Vous pouvez lui demander de vous guider vers la réponse, vous pouvez lui demander de vous débugger vos trucs. Il n'y a pas forcément toujours vous donner la bonne réponse, il n'y a pas forcément toujours avoir raison, mais ça peut être utile de s'en servir comme ça. Lui demander la réponse, c'est pas une bonne idée. Voilà. Deuxième de nos fondamentaux pour aujourd'hui, après les variables qui nous permettent donc de stocker des informations, if, qui nous permet d'avoir un test logique de n'effectuer une branche de notre code que si une condition est vraie. Dans Excel, la fonction if, si en français, prend trois arguments, une condition logique, la valeur affichée si c'est vrai, la valeur affichée si c'est faux. En VBA, if nous permet non pas d'afficher une valeur, mais de faire des trucs. Ça peut être afficher des valeurs, ça peut être faire d'autres choses, afficher des mots. Un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir le contenu d'un if, ça peut être arbitrairement complexe. Notez qu'ici, dans le deuxième petit code, je change la couleur d'une cellule en fonction de si la valeur dans la cellule à la ligne 2 et la colonne 5 peut compter que 10, je mets un truc en vert, sinon je le mets en rouge. Je fais ça en utilisant la fonction RGB qui va générer un code couleur en fonction, je me rends compte que ma slide est en anglais. Il me semblait que je les avais changés. Qui génère un code couleur en fonction de si en fonction des composantes lumineuses de la couleur en question. En gros, si vous voulez générer du jaune, vous mettriez dedans du rouge et du vert et pas de bleu. Vous inquiétez pas pour les codes couleurs, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Vous pouvez les trouver sur internet si vous avez des couleurs spécifiques que vous voulez. Les tests if admettent plusieurs syntaxes. D'autres syntaxes que if, condition, alors, faire un truc, sinon, faire un autre truc, and if. En voici certaines qui sont les plus utiles. La première, c'est de tout mettre sur une seule ligne si vous n'avez qu'une action qui dépend de votre test. C'est très pratique puisqu'au lieu d'avoir trois lignes, une pour la condition, une pour l'action, une pour le end if, vous n'en avez plus qu'une, c'est beaucoup plus lisible quand votre condition et votre action sont très courtes. Pour faire ça, vous écrivez juste if condition then action. Ici, if grade supérieur à 10, alors message box, l'étudiant passe. La seconde syntaxe alternative, c'est au lieu d'utiliser else, d'utiliser else if. Else if, attention, il y a beaucoup d'étudiants qui écrivent else lf, puisque ça a l'air d'être un L majuscule, mais c'est bien un else if. Ça nous permet d'avoir une condition secondaire. Si le premier test n'a pas réussi, alors on teste un second truc et on fait ça. Vous pouvez enchaîner autant de else if, autant de conditions secondaires que vous voulez, voire même les finir par un else. Si ça, sinon si ça, sinon si ça, sinon si ça. Sinon, par défaut, le dernier cas possible, je fais ça. Dernière possibilité, vous pouvez avoir des opérateurs logiques AND et OR pour combiner deux conditions ensemble. Si ça et ça. Si ça ou ça. Ça se comprend assez bien, le VBA est assez proche de l'anglais à cet égard. Voici un exemple d'un
d'une macro qui comprend un seul gros if, donc un if avec un else if et un else dedans, et l'organigramme correspondant sur la droite si c'est le genre de choses qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez l'ignorer. Maintenant, on va parler du plus important de nos trois fondamentaux d'aujourd'hui, les boucles. C'est aussi le plus abstrait, et je demande donc votre attention là-dessus. Une boucle, ça nous permet de répéter les lignes de code qu'il y a à l'intérieur. Mais on veut les répéter un nombre fini de fois, au sens où on ne veut pas une boucle infinie, une boucle qui ne finirait jamais, parce que ça va faire planter Excel, et vous perdez tout votre travail, et c'est très agaçant. Pour s'assurer que la boucle n'est pas infinie, il faut que la condition logique dont dépend la boucle puisse finir. Typiquement, la façon dont on va faire ça, c'est avec un compteur. Une variable qui va permettre au programme de garder en mémoire où il en est de sa progression. Et comme dans Excel, on va vouloir parcourir des données qui sont présentées en ligne, cette variable, ce compteur, on va typiquement l'appeler rowCounter. C'est comme ça que je l'appelle. C'est un compteur sur les lignes parce que c'est une variable qui nous permet de compter à quelle ligne. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Si dans le code ci-dessus, vous remplacez tous les rowCounters par des i, il marchera tout pareil. Ce sera juste un peu moins compréhensible peut-être. Que fait ce code? Il déclare une valeur qui s'appelle rowCounter avec le type integer, donc il pourra contenir des nombres entiers. Ensuite, il assigne la valeur 1 à rowCounter. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser rowCounter comme coordonnée de cellule. Si on lui laissait sa coordonnée 0, on regarderait la cellule à la ligne 0 qui n'existe pas et ça ferait une erreur. Après avoir initialisé notre rowCounter, on va entrer dans la boucle avec la condition logique tant que rowCounter est plus petit que ou égal à 10. Comme rowCounter est notre coordonnée de ligne, ça va nous permettre d'effectuer les opérations suivantes sur toutes les lignes de 1 à 10. Dans la boucle, qu'est-ce qu'on fait? On écrit cells rowCounter,1.activate. Qu'est-ce que ça veut dire? On active la cellule à la ligne rowCounter et à la colonne 1. Activer, c'est équivalent à cliquer dessus. Ça rend la cellule active, c'est la cellule dont on voit la formule dans la barre de cellules. Donc la première fois que la boucle tourne, on va activer A1, la deuxième fois la A2, la troisième fois A3, et ainsi de suite jusqu'à A10. J'ai choisi cette ligne de code parce que ça donne un joli visuel. Je lance le code pas à pas dans ce petit if. Dans une vraie macro, vous feriez autre chose, vous assigneriez une valeur, ou typiquement vous auriez un test pour vérifier la valeur de la cellule. Ligne de code suivante, après avoir activé la cellule à la ligne rowCounter, on incrémente la valeur de rowCounter. Incrémenter, qu'est-ce que ça veut dire? On lui ajoute 1. Pourquoi? Parce que, premièrement, on veut passer à la ligne suivante, oui, mais aussi parce que si on ne fait pas ça, la valeur de rowCounter ne sera jamais plus grande que 10, ce qui veut dire qu'on aura une boucle infinie, et si elle va cracher, vous perdrez votre travail. Donc ne jamais oublier cette quatrième étape, l'incrémentation. Cinquième étape, wend. Ça veut dire la boucle est finie, ça veut dire while end. C'est ce qui nous renvoie au début de la boucle, ça nous renvoie à while. Donc, comme on a parcouru toute la boucle, on a activé la cellule rowCounter 1, on a augmenté de 1 la valeur de rowCounter, et maintenant on revérifie est-ce que rowCounter est plus petit que 10. Après la première boucle, ou la première exécution de la boucle, oui, puisqu'il est maintenant égal à 2. Après la deuxième exécution de la boucle, oui, puisqu'il est maintenant égal à 3, ainsi de suite. Et après 10 exécutions, il sera égal à 11, et la boucle sera finie. On a bien une boucle qui a duré 10 itérations et qui a bien fini, c'est bien. On n'a pas eu de boucle infinie, tout va bien. Donc voici la structure standard d'une boucle. Ici, c'est une textbox que vous pouvez copier, que vous pouvez coller dans divers exercices. Je vous y encourage. 5 étapes donc à une boucle. L'initialisation de notre compteur, le début de la boucle qui contient la condition, les actions à répéter qui vont d'une façon ou d'une autre dépendre de votre compteur, parce que si elles ne dépendent pas de votre compteur, vous faites toujours la même chose. Faire 10 fois la même chose sur 10 fois la même cellule, c'est pas très intéressant. Donc il va falloir typiquement que ça dépende de votre compteur. Quatrième étape, l'incrémentation. On ajoute 1 à notre compteur pour s'assurer qu'on passe à la ligne suivante. Cinquième étape, fin de la boucle, on revient au début. Pour vous aider à mieux comprendre en quoi ces 5 étapes sont essentielles, qu'est-ce qui se passerait si on les enlevait?
On va essayer de casser des trucs et voir en quoi ça ne marche pas. Si on enlève l'initialisation, row_counter commence à 0, ça veut dire qu'on va regarder la cellule à la ligne 0, ça n'existe pas, ça fait une erreur. Ok. Si on enlève la deuxième étape d'une boucle, while row_counter inférieur à 10 ici, ça va nous causer une erreur when sans while, ça veut dire que les éléments syntaxiques ne sont pas correctement appariés. C'est une erreur de syntaxe, il va refuser de lancer le code. Sensible. Si vous enlevez la troisième étape, les actions à répéter, ben votre boucle ne fera rien, il ne se passera rien. Si vous enlevez la quatrième étape, l'incrémentation, la valeur de row_counter sera perpétuellement égale à 1, et votre boucle ne tournera pas, votre boucle tournera pour toujours, et vous allez avoir une boucle infinie, pas de chance. Faites particulièrement attention à celle-là du coup. Cinquième étape, le when, si vous l'oubliez, il vous dira while sans when, il n'y aura pas de casse, mais votre programme ne se lancera pas. Plus rotor, c'est si vous mettez votre incrémentation, ça je vois aussi beaucoup d'élèves le faire, si vous mettez votre incrémentation dans un if. Si vous faites ça, ça veut dire que des fois, oui, vous incrémenterez votre compteur, mais des fois, quand la condition logique du if sera fausse, vous n'incrémenterez pas votre compteur, auquel cas vous resterez coincé à cette étape pour toujours, et bien que vous ayez une incrémentation, vous aurez une boucle infinie. Autre façon exotique d'avoir une boucle infinie, vous avez bien une initialisation, mais vous l'avez mise dans la boucle. Si vous mettez l'initialisation dans la boucle, à chaque fois que la boucle tourne, vous redonnez sa valeur initiale au compteur. Donc vous n'allez jamais décoller de la ligne 1, vous allez avoir une boucle infinie, Excel va cracher, vous allez perdre votre travail. Donc faites attention à ces trois façons les plus communes, de ce que j'ai observé, d'avoir une boucle infinie. Oubliez l'incrémentation, avoir l'incrémentation dans un if, avoir l'initialisation dans la boucle. L'initialisation c'est toujours juste avant la boucle, et l'incrémentation c'est toujours juste avant le when. Juste avant. Tant qu'il est bien collé au when, il n'y a pas de risque qu'il soit dans un if, donc collez-le bien au when. Si vous faites ça, normalement vous n'aurez pas de boucle infinie. Vos programmes ne marcheront pas forcément, mais au moins vous ne perdrez pas tout votre travail. Et voici donc ce que j'appelle une macro standard. Je ne dis pas que cette macro, elle marche, elle va résoudre tous vos problèmes, tous les exercices, mais c'est la structure générale qu'une macro que vous écrirez en VBA aura, pour des raisons en fait très logiques. Cette macro, c'est juste un test dans une boucle, et une macro, c'est forcément un test dans une boucle, quelque part, parce que si vous n'avez pas besoin de boucle, vous ne seriez pas en train de faire du VBA. Si dans votre boucle il n'y a pas de test, ça veut dire que vous faites toujours la même chose sur toutes les lignes, auquel cas vous pouvez juste sélectionner toute la plage sur Excel et tout mettre à 0 ou ce que vous voulez. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin de VBA. Et si vous n'avez pas de variable, si vous n'avez pas de compteur pour compter les lignes, votre boucle ne marche pas. Variable, test, boucle. Nos trois fondamentaux, on a besoin des trois pour faire une macro standard. Ça, c'est une macro standard. Vous pouvez avoir des problèmes qui vont être plus compliqués que ça. Vous pouvez avoir des problèmes avec des conditions plus complexes, des boucles dans des boucles dans des ifs dans des ifs, ce que vous voulez. Mais ça, c'est le minimum pour macro intéressante et pertinente à coder. Si vous voulez. Donc, je vous recommande de copier ce code, de le coller dans tous vos exercices et de le modifier jusqu'à ce que ça résolve vos exercices. La condition de cette boucle est un peu différente de la précédente. La précédente, c'était tant que row_counter est plus petit que 10. Ici, c'est tant que la cellule à la ligne row_counter et à la colonne 1 est différente de, inférieur, supérieur, ça veut dire différente de, guillemets, ça veut dire rien. Tant que la cellule à la ligne row_counter à la colonne 1 n'est pas vide. Ça veut dire, tant que je suis en train de regarder une ligne qui contient des valeurs, je continue à travailler dessus. Et quand je rencontre une ligne vide, je m'arrête. Vous allez me dire, comment on fait s'il y a des lignes vides dans ma plage de données? On verra comment résoudre ce problème plus tard, c'est pas très difficile, mais c'est pas vraiment le sujet. Vous pouvez donc voir ici un exemple de boucle. Donc c'est le if précédent que j'ai mis dans une boucle pour le faire marcher tout pareil. Vous voyez qu'il traite nos 4 étudiants à la suite. C'est une macro relativement standard avec un if un peu plus compliqué qu'à la slide précédente, mais c'est exactement la même. Enfin, voici à quoi ça ressemble une macro si vous avez une boucle dans une boucle. Pourquoi on aurait une boucle dans une boucle? Pour plein de raisons. Ici, c'est parce qu'on veut boucler sur toutes les lignes et toutes les colonnes en même temps. On veut boucler dans un carré 10 x 10 en fait. Donc voilà la structure que ça a. On met juste une boucle à l'intérieur d'une boucle. La
troisième étape de notre boucle sur les lignes, les actions, c'est en fait cette boucle sur les colonnes. C'est pour ça que je trouve ça relativement simple en fait d'écrire votre boucle sur les lignes, de laisser la troisième partie blanche, d'écrire par ailleurs votre boucle sur les colonnes et de la coller à l'intérieur une fois que vous avez fini les deux. Et enfin, ça c'est un petit visuel pour le dernier exercice que vous verrez en temps utile. Vous voyez donc la logique qu'on utilise pour comparer tous les éléments d'une liste 2 à 2. Pour chaque élément, je le compare à tous les autres. C'est une utilité d'avoir dans une. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit en cours ou par mail. Merci d'avoir écouté ce petit PowerPoint.